Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur les entreprises et les business que vous pouvez créer pour vous donner un petit peu d'image de là où vous pouvez aller, combien vous pouvez gagner. Alors, ce que je m'étais dit avant de faire cet épisode, c'est... alors, d'où vient cet épisode ? J'étais en train d'être avec un de mes potes qui s'appelle Benjamin. Et donc, je le connais depuis pas mal de temps. On a fait le même collège-lycée. Alors, on ne se connaissait pas forcément à l'époque. Et à un moment, quand j'ai lancé mon espace de coworking de Paris, il est venu me voir en tant que client. Et il était venu parce que finalement, il avait une entreprise qui ressemblait à ce que je gérais à l'époque. Et du coup, ça lui permettait de se développer, de comprendre comment on pouvait avancer ensemble, etc. Et là, il m'a invité il y a 2 semaines pour aller dans un country club qui s'appelle Pyramide. Donc, je vous encourage à aller dans les country clubs. D'ailleurs, on pourra en faire tout un passage. Franchement, j'ai passé un bon moment avec lui où il va là-bas et il va bosser finalement et en même temps faire une partie squash avec ses potes. S'il a ses enfants, il peut les laisser le week-end, par exemple, pour l'événement des enfants. Bref, c'est un autre élément. Et là, je discutais avec lui. Et on parlait, comme d'habitude, business. Donc lui, il a quelques investissements immobiliers, une dizaine, entre 10 et 20 chambres de bonne, et ils sont 2 à Paris à faire ça, lui avec un de ses amis. Et de l'autre côté, il a une entreprise qui tourne pas mal. Et il m'expliquait, Victor, c'est quoi mon next step ? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie, etc. Il a eu plusieurs phases que je peux tout à fait comprendre. Il y a eu un moment où il avait cette entreprise-là. Donc c'est une entreprise de service. Et une fois qu'il avait cette boîte-là, il s'est dit, OK, il arrivait à la monter à 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, il était il butait un peu sur les nouveaux leviers de développement, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas forcément recruter beaucoup de personnes, il ne voulait pas faire plus de commercial de son côté. Et du coup, en me voyant faire et en voyant les stratégies que j'adoptais, il a un peu répliqué ce que je faisais. Du coup, à l'époque, j'avais par exemple mon espace de coworking, j'avais un organisme de formation, j'ai plusieurs organismes de formation, et en parallèle de ça, je pouvais prendre des missions en freelance qui étaient assez bien rémunérées, qui ont mené d'ailleurs à la création de boîtes comme Stello, etc. Donc, je pouvais bosser en freelance pour AXA, je pouvais bosser en freelance dans des boîtes en tant que directeur des opérations, bref, je pouvais bosser un peu à droite à gauche. Pourquoi ? Parce que ça me permettait de gagner assez vite en expérience, ça me permettait de rejoindre des projets intéressants et ça me permettait surtout de faire entrer beaucoup de cash, ce qui était nécessaire pour moi pour mon IMO finalement, pour pouvoir emprunter plus, etc. Lui, il a un peu suivi cet élément-là et il a commencé à du coup faire du freelance. Mais quand on fait du freelance et qu'on a sa boîte à côté, généralement, on est en train de délaisser sa boîte. Du coup, en délaissant sa boîte, les effectifs qui sont dans la boîte, donc il avait principalement... je pense 5-6 formateurs qui bossaient pour lui, donc une boîte de formation, et il avait en parallèle une personne qui était une alternante qui bossait avec lui tous les jours, et il laissait son alternante, du coup la moitié de la semaine, gérer la boîte, qui était un peu sur des rails, mais en gros elle arrivait à maintenir la boîte quand il n'y avait pas de gros problèmes, mais elle n'arrivait pas à faire le développement, et lui n'était pas là pour ça. Du coup, il avait sa boîte qui stagnait, il prenait lui du freelance à côté, et il pouvait encaisser de l'argent, et ça avançait comme ça. Sauf qu'à un moment, il s'est posé une question, il s'est dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je me rappelle que j'ai changé avec lui, et il hésitait soit à lancer un nouveau projet, soit à faire autre chose, etc. Et puis à un moment, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il se reconcentre à 100% sur sa boîte, qu'il quitte le freelance, que ça allait être compliqué pendant quelques temps d'un point de vue financier parce qu'il s'était habitué à gagner plus. Donc quand vous vous habituez à facturer 5 ou 10 000 euros par mois en freelance et que vous avez votre boîte à côté qui vous verse potentiellement, alors je ne sais plus combien il était à l'époque, mais peut-être 3 à 5 000 euros par mois, ben, si vous arrêtez le freelance, c'est là où vous gagnez le plus et votre boîte finalement ne vous rapporte pas autant. Là, il a coupé. Alors il venait en plus d'avoir un enfant. Et il a aussi un emprunt pour sa résidence principale, donc il y a quand même des charges associées. Donc il a dû couper, changer un peu de style de vie et directement se focaliser sur sa boîte. Aujourd'hui, sa boîte, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait dans les 600 000 euros. Donc il l'a bien développé, ça a bien fonctionné. Vu qu'il travaille dans sa boîte, alors là, il y a quand même une notion que je retrouve
J'ai tous mes amis qui ont des boîtes. Alors, c'est assez marrant quand je vous parle de ça parce que moi, je vis les trucs d'un côté et puis c'est marrant parce que quand on est dedans, il y a un moment où on ne comprend plus. Et c'est en rediscutant avec des personnes qui ont des visions différentes qui vous font comprendre des trucs. Et moi, je me rappelle de Kevin, du coup, qui est dans le programme, qui est coach sur la reprise de boîte avec moi, qui lui a repris un organisme de formation à 2,6 millions avec même pas 80 000 euros d'apport, avec beaucoup de dettes, et il fait beaucoup de développement dans la boîte. Il a aussi des immeubles et tout. Bon, on est sur plein de sujets avec lui. Et à un moment, il m'a dit, écoute Victor, de toute façon, c'est pas compliqué. Il suffit de travailler, puis les résultats vont venir. Et quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez fort parce que il y a un biais quand on est entrepreneur, il n'y a pas une notion de temps de travail qui nous fait réussir. En tout cas, c'est pas ce qu'on perçoit. On perçoit nos actions qui nous ont réellement réussi à faire, par exemple, rentrer du chiffre d'affaires, à choper un nouveau contrat, à créer un nouveau produit. Alors qu'en réalité, il y a effectivement des deux. Si vous travaillez beaucoup et que vous êtes entrepreneur, ça va finir par marcher si aussi vous focalisez votre énergie sur les bonnes tâches. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette notion de pas mal travailler pour pouvoir finalement avancer. Du coup, ce qu'a fait mon pote, il a sa boîte, donc Benjamin, il a sa boîte. Il l'a amené à 600 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et là, on discutait, du coup, quand on était dans notre country club, et il me disait, mais Victor, qu'est-ce que je peux faire de next aujourd'hui ? Là, je bosse dans ma boîte, je peux travailler quand je veux, je me rémunère assez bien. Quels sont mes prochains leviers de développement ? Je voulais vous dire ça parce qu'aujourd'hui, finalement, il arrive... Alors là, j'ai fait des calculs de mon côté sur combien il peut sortir, mais en réalité, aujourd'hui, il peut sortir entre 13 et 20 000 euros de sa boîte. Donc, ça dépend comment... Donc, même si on regarde ça un petit peu plus, c'est même plus si on prend des montants facturés. Donc, il doit être dans peut-être du 20-30 000 euros par mois. Quand ça marche bien, il peut sortir, il peut sortir ça tous les mois. Et la question se pose, donc il gère quand même la boîte, il y a du boulot, mais là il connaît ses clients, il connaît les besoins, il arrive dans une zone, alors c'est assez bizarre, mais il arrive dans une zone de confort finalement où il sait ce qu'il doit faire pour gagner plus, il peut le mettre en place, il a ses équipes aujourd'hui, donc il a augmenté son nombre de formateurs, il a du coup 2 personnes qui travaillent avec lui plein temps sur la boîte, il est dans un espace de coworking qui coûte pas très cher, qui est dans mon ancien espace de coworking, bref il fait ça. Aujourd'hui la question se pose, il peut se dire ok, donc c'est un gars aussi, pour que tout le monde comprenne bien, il a fait des grandes études, c'est profil aussi international, donc le top 3 des écoles de commerce, etc. Et là, finalement, il se dit, ouais, je pourrais reprendre une boîte dans un autre secteur, je pourrais refaire beaucoup d'IMO, je pourrais accélérer le développement de ma boîte et essayer de le monter à 20%, etc. Mais là, le constat, en fait, c'est qu'il est bien aujourd'hui et qu'il n'a pas forcément besoin de faire énormément plus à côté pour continuer à faire son développement. Et finalement, son développement organique, c'est essentiel. Alors, ça demande déjà, en fait, d'arriver, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas entrepreneurs aujourd'hui, il faut juste savoir que la vie d'entrepreneur, donc on s'y habitue, mais il y a quand même un degré d'incertitude qui est assez important. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... alors, quand on est salarié, on a cette impression virtuelle que son salaire va tomber tous les mois et que ça va être bien. Quand on est salarié dans des startups, on se rend compte que c'est un petit peu moins le cas. Quand on est salarié dans des boîtes qui vont pas bien, on se rend compte que c'est moins le cas. Quand on est salarié dans la fonction publique, généralement, donc il y en a pas mal de FIRE qui sont dans la fonction publique d'ailleurs, qui finissent par quitter la fonction publique, on se rend moins compte de ça, on est moins confronté à ça. Il faut vous dire que tous ceux d'entre vous qui sont dans les petites structures, quand ils se disent qu'ils vont avoir leur salaire à la fin du mois, s'ils discutent réellement avec le fondateur de la boîte, il se dit merde, putain, j'ai 1 million d'euros à aller chercher ce mois-ci, comment je vais faire ? Est-ce que mes contrats vont venir ? Est-ce que des trucs vont pas péter, etc. Quels sont les nouveaux leviers d'acquisition que j'ai ? Donc ça, c'est le taf finalement de l'entrepreneur. Après, quand vous reprenez des boîtes qui tournent bien depuis pas mal d'années, normalement, les problèmes ne sont... Enfin, il y a la récurrence qui arrive et vous retrouvez en fait cette sécurité finalement du salariat avec vos clients qui reviennent d'une année à l'autre et ça fonctionne bien. Tout ça pour vous dire que finalement, quand vous avez une boîte qui tourne, vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires, si vous avez de la bonne marge, vous pouvez effectivement vous rémunérer entre 13 000. Alors si on parle, ça dépend comment on parle de rémunération, vous avez aussi des effets de levier sur votre rémunération, c'est-à-dire que vous pouvez vous verser sur votre compte ou vous pouvez l'avoir sous forme finalement de dépenses de votre vie. Et vous pouvez même rediriger certains fonds pour que ces fonds créent la vie que vous voulez. Par exemple, ce que pourrait très bien faire, nous c'est ce qu'on faisait avec Martin et avec Justine sur Care. On apprécie bosser ensemble. Ce qu'on aime, c'est bosser ensemble, bosser avec des gens qui nous comprennent. Et du coup, c'est souvent des associés et les équipes. Et c'est aussi comme activité faire du surf. Et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une semaine, voire plus, à Biarritz, avec les équipes
pour qu'on soit tous ensemble, qu'on avance, et généralement quand vous êtes ensemble physiquement, surtout quand vous avez des boîtes, par exemple, quand vous n'habitez pas au même endroit, donc par exemple avec mon associé Martin, lui il est à Montpellier, moi je suis à Paris, on se voit jusqu'en l'un des deux se déplace, la majorité des cas c'est plutôt moi qui vais dans le sud, ou sinon quand on faisait ces ateliers intensifs à Biarritz. Et c'est toujours dans ces instants-là, donc on a fait le ski, on a fait Biarritz, que sortent les gros projets. Donc par exemple, vous vous rappelez de l'événement en haut de la Tour Montparnasse, 3 semaines avant, on était au ski, on commence à discuter avec Martin, je lui dis putain j'ai envie de killer ce truc, on va faire un super événement en haut de la Tour Montparnasse, et dans 3 semaines, go on va le faire. Et go c'est sorti. Ça a été sur des lancements de nouveaux projets, ça a été sur des nouvelles acquisitions, de nouvelles structurations, c'est sorti dans ces moments où on s'est vu ensemble, et en plus de ça, on a créé du lien parce que dans une journée, on modulait notre temps de travail pour avoir nos 2-3 heures où finalement ça prend pour aller faire du surf. Et le reste du temps, donc on faisait du surf ensemble, on essayait de faire du surf ensemble, et à côté de ça, on avait finalement nos moments où on bosse beaucoup, où on bosse. Du coup, votre enjeu, finalement, ça va être, si vous arrivez à avoir une boîte qui fait 600 000 balles de chiffre d'affaires avec ces taux de rentabilité, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous embêter à faire d'autres types d'acquisitions, d'autres types de leverage, etc. Surtout qu'une boîte comme ça vous permet de sécuriser de l'argent, de bien vivre, de sécuriser de l'argent et potentiellement de faire des investissements derrière. Je voulais vous donner cet ordre d'idée pour qu'on se rende compte qu'on a, dans notre plan global, on n'a pas forcément besoin d'aller rechercher, par exemple dans l'acquisition de boîtes, de se dire ok, on va devenir un serial repreneur et acheter 3 boîtes qui font 3 millions de chiffre d'affaires chacune. Ça dépend vraiment de vos aspirations et il n'y a pas de jugement à ça. En fait, si vous êtes aligné avec vous-même, on pourra indirectement rien vous dire. En fait, quand vous êtes en face de moi, et j'en vois pas mal, moi, mon principal objectif, que ce soit dans l'IMO ou que ce soit dans la reprise de boîte, c'est de trouver véritablement le projet qui correspond à vos aspirations en fonction de l'énergie que vous voulez mettre dedans, effectivement des compétences que vous avez aujourd'hui, mais c'est surtout de votre volonté à franchir des étapes et jusqu'où vous allez aller. Alors moi, je vois très souvent votre potentiel, donc la majeure partie d'entre vous, vous voulez reprendre une boîte de 3 millions demain, vous reprenez une boîte de 3 millions, de 10 millions demain, vous voulez faire 10 millions d'euros d'IMO. La majorité d'entre vous, quand je vous vois, je vois du potentiel. Alors il y en a certains d'entre vous, je vais me dire ok, ça va être un petit peu dur pour telle raison, et c'est vrai, mais par contre, quand vous vous lancez, si vous arrivez à franchir chacune des étapes, et c'est ça le plus dur, donc les étapes, ça va être de s'endetter, ça va être de faire de la gestion, de changer sa façon de négocier, de changer sa façon de se positionner avec les autres, etc. On a tous du boulot à faire. Par exemple, là aujourd'hui, sur la partie reprise de boîte, on est sur un enjeu purement managérial et gestion des conflits avec un des participants, où il sait très bien que ça limite aujourd'hui, ce qui l'empêche aujourd'hui de reprendre une grosse structure, ça va être cette notion de gérer des conflits avec des collaborateurs. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive, quand vous avez des salariés, quand vous avez des enfants, quand vous avez tout, une compagne, vous avez des gens autour de vous, il y aura forcément des conflits. Pourquoi ? Parce que les conflits vont naître finalement d'un enjeu de communication où la réalité, on ne la voit pas de la même façon. Moi, vous me suivez pas mal normalement sur ce podcast. Ma réalité, elle est très axée business, on fait ça. Ok, dans la vie, on se bouge, on a des résultats. Voilà, c'est ma réalité. Il y en a plein d'autres qui pensent absolument pas comme moi. Et vu qu'on n'a pas la même réalité, on a des trucs où, en fait, on est fondamentalement pas d'accord. Et ces trucs où on est fondamentalement pas d'accord, il s'agit de réussir à communiquer dessus. Il s'agit de travailler, nous, pour être moins vexés quand quelqu'un nous parle de quelque chose, etc. Et aussi, il s'agit de gérer des conflits parce qu'il y a des moments, on n'a pas le même point de vue que les autres, mais il va falloir prendre des décisions collectives et aligner l'ensemble. Donc il y aura forcément une confrontation à un moment. Et dans ces moments de confrontation, il y a pas mal de techniques qui vous permettent d'avancer. En fait, on va toucher plein de trucs qui sont un peu personnels. Donc tous ceux qui, par exemple, ont des enjeux sur tout ce qui doit être juste, sur tout ce qui doit être honnête, etc., il y a du boulot à faire pour finalement réussir à avoir des bons retours de négociation. Du coup, si vous voulez avoir finalement tout ça pour vous dire que la majorité d'entre vous, même quand on vient sur des programmes de reprise de boîte, effectivement, le Saint Graal, c'est de reprendre une boîte que vous allez pouvoir 100% déléguer. Donc là, je repense à une école dans le sud qu'on était en train de reprendre. 3,4 millions de chiffre d'affaires, 1 million d'EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est grosso modo le cash avant impôt qui vous reste dans la boîte. Et par an, on voulait reprendre cette boîte. Les valos, à ce niveau-là, on est effectivement sur du 8 de valo pour ce type de boîte, du 8 jusqu'à 10.
Donc ça fait quand même des investissements à 8 millions d'euros. Donc il faut mettre une partie en cash, une partie en dette. Quand vous avez une boîte comme ça, donc le directeur était dedans, la co-directrice était dedans, et il y avait la partie administrative et encore quelqu'un d'autre qui s'occupait de ça, donc c'était bien staffé. Partons du principe que effectivement le directeur voulait venir, mais il voulait évoluer un peu sur son périmètre. Pareil pour la co-directrice qui voulait reprendre une partie, pas une autre, etc. Partons du principe que vous avez réellement un mec qui est à la tête et qui connaît bien la boîte. Ce qu'il faut vous dire, c'est que en fait, à chaque niveau de reprise de boîte, vous allez avoir un positionnement qui est différent, des tâches qui sont différentes et une façon de gérer les problèmes qui sont différents. Quand vous avez une boîte que vous reprenez, donc cette fameuse boîte, cette fameuse organisme de formation, École du Sud, là, 3,4 millions de chiffre d'affaires, votre enjeu à vous, ça va être de vous assurer de recruter les personnes assez capées, les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Et là, votre risque, ça va être que vous n'êtes pas dans l'opérationnel si vous ne voulez pas prendre l'opérationnel. Alors nous, dans notre cas, en prenant cette boîte-là, on voulait refaire toute une partie de l'opérationnel pour moderniser tout ça. Mais ça va être de mettre le bon directeur de l'école. Donc gardez peut-être celui qui était encore en place, mais attention, parce que quand quelqu'un vend sa boîte, généralement, c'est un peu comme vous. Quand vous choisissez de quitter votre taf, bon, j'ai 2-3 potes, comme Eugen par exemple, lui il quitte son taf, mais c'est le moment où il va le plus travailler à la fin, il aura du mal à laisser partir le taf. Bon, un peu allemand quoi. Mais la majorité d'entre nous, quand on se dit qu'on va quitter son taf, c'est tout un processus où à un moment, quand on a posé sa démission, déjà on n'est plus dans la boîte. Et vous le voyez, quand vous regardez les collègues que vous avez, généralement ils ont quitté. Alors ça c'est marrant parce que moi, j'en vois pas mal. Ils posent leur DEM pour partir. Alors soit ils auront un nouveau taf, soit ils vont faire un break. Et quand vous les revoyez en réunion, en fait, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes parce qu'ils sont plus là. En fait, ils sont plus là, ils sont prêts à aider, mais en fait, vous pouvez plus compter réellement sur eux avec l'énergie qu'ils avaient et l'énergie qu'ils avaient avant. C'est pareil quand quelqu'un vend sa boîte. Il n'y a plus, même si lui, avec toute la meilleure volonté du monde, il veut vous aider, il veut être là, il veut faire la performance, etc. À moins que ça touche des choses, sur certains profils très particuliers, sinon ils sont plus là pour le projet. Donc vous avez quand même des profils très particuliers sur des personnes qui en fait voulaient mener des projets internes différents de ce qu'ils avaient le temps de faire. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il faut faire attention parce qu'ils vont mener que ces projets-là. Par exemple, des projets de R&D, mais attention, quelle est la valeur économique de votre projet de R&D. Donc c'est à vous de négocier ça. Ou des personnes qui, ou des personnes drivées financièrement. C'est-à-dire que des personnes qui vont se dire, OK, je reste dans la boîte, je me fais 1 an, c'est pas compliqué, je fais rentrer 1 million de chiffre d'affaires, moi je touche 200 000 balles. Et ces gars-là, potentiellement peuvent être alignés et foncés. Mais indirectement, votre positionnement quand vous reprenez une boîte du coup à 3-10 millions, c'est de vous assurer de recruter les bonnes personnes qui sont à la direction, d'être en capacité pour le faire. Donc encore une fois, soit vous êtes en capacité, soit vous avez les bonnes personnes qui peuvent vous aider à le faire, et vous, de les gérer, entre guillemets de les manager, mais c'est simplement de travailler avec ces personnes-là, de leur fournir ce dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs, et aussi d'être en capacité à des moments de gérer des moments de conflit. Alors moi, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai vécu des deux côtés, donc soit avec des managers qui sont directeurs, qui gèrent une centaine de personnes, mais où ça ne va pas forcément dans la bonne direction par rapport à certains chiffres, il faut faire des évolutions de ces personnes-là, donc là, il faut les accompagner pour qu'elles puissent arriver dans la bonne direction. En fonction des personnes, il y a des approches qui sont plus ou moins dures à avoir avec ces personnes-là, et puis vous aussi fixez les limites. Et après, vous avez tout simplement des moments où il faut remplacer les effectifs, trouver les meilleures personnes pour œuvrer, etc. Donc en fonction de ce que vous reprenez comme boîte, vous avez finalement un positionnement qui est différent. Vous avez aussi une identité qui est vraiment différente. Alors, il ne faut pas négliger le fait que moi, je me reprojette. En fait, ce qui est assez dur, c'est quand on a franchi un certain nombre d'étapes, et c'est horrible parce que de temps en temps, j'ai l'impression de revoir un truc que je détestais quand j'étais en cours. C'était mon professeur de physique qui expliquait des trucs, ou mon professeur de SI, là, de sciences de l'ingénieur. Il expliquait des trucs, lui c'était hyper clair pour lui, moi je comprenais rien, et en fait sa façon d'expliquer en fait me parlait pas du tout. Et là de temps en temps j'ai l'impression, parce que lui en fait c'était clair, ça fait 20 ans qu'il fait ça, bon c'est bon il maîtrise le truc, et du coup il a un peu de mal finalement à se reconnecter à quelqu'un qui commence aujourd'hui. Pareil quand vous faites de la conduite, etc. Sur les boîtes, il y a quand même tout un changement d'identité qui a lieu. Il y a un changement, déjà quand vous êtes salarié à un moment, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes salariés, il y a un changement d'identité si vous devenez entrepreneur. Donc vous devenez entrepreneur, là vous apprenez vraiment à négocier assez souvent finalement combien vous allez être payé,
à clarifier vraiment les missions sur lesquelles vous allez travailler parce que vous changez finalement d'approche. Donc vous avez votre changement, vous êtes entrepreneur, puis vous avez votre entreprise, vous avez votre comptabilité, vous avez potentiellement vos impôts, vous touchez un autre spectre. Une fois que vous avez ça, vous avez finalement la boîte avec des salariés qui ne... Alors vous avez peut-être recruté des gens dans la boîte dans laquelle vous étiez, mais vous les aviez recrutés dans un contexte, dans une entreprise. Ils sont peut-être venus pour vous les gens. Mais vous avez une entreprise avec un projet qui est un projet généralement qui regroupe déjà plusieurs personnes, qui est plus ou moins bien établi, et vous reposiez sur la compétence d'autres personnes. Donc par exemple, un directeur commercial, un CEO qui amenait d'autres compétences de vision, etc. Et en fait, vous pouviez construire sur cette vision-là. Quand vous créez votre propre boîte, vous retrouvez, donc si c'est un petit organisme de formation, une boîte de conseil, etc., vous retrouvez seul à devoir incarner toute cette vision-là et convaincre des personnes de vous rejoindre dans votre projet et les meilleures personnes pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont bien exécuter le projet. Donc là, déjà, il y a toute cette phase de changement d'identité. Vous devenez vraiment directeur de boîte, avec votre boîte, avec des choses qui sont mises en place. C'est vous qui prenez aussi en charge la sécurité financière de vos salariés, parce que c'est le cas surtout en France. Donc vous augmentez votre niveau de responsabilité. Et après, donc il y a ces boîtes qui vont à 600 000 euros, 1 million d'euros, 1,5 million, finalement, fonctionnent à peu près de la même façon, voire même 2 millions d'euros. Et après, vous passez dans des boîtes où là, vous avez véritablement des directeurs avec vous, des personnes capées qui vont gérer des parties de votre boîte. Et là, vous êtes plutôt dans les boîtes de 5 à 10 millions de chiffre d'affaires. Et à chaque changement, vous avez des profils différents à recruter. Ça vous demande une évolution personnelle. Il n'y a rien de dramatique, mais c'est juste qu'à chaque fois, il y a des changements à faire. Il y a des changements de positionnement, potentiellement. Alors là, je repense à ceux qui étaient directeurs dans des banques d'affaires. C'était souvent des anciens membres du COMEX. En fait, ce que font les banques d'affaires, c'est qu'elles vont reprendre des anciens membres de COMEX, de la RATP, de Crédit Agricole, etc., qui ont tout le réseau en interne. Ils vont devenir directeurs après dans les banques d'affaires. Et moi, à l'époque, j'étais stupéfait que les gars, et c'est normal parce que c'est pas ce qu'on leur demandait, mais ils étaient incapables de faire des trucs techniques, des présentations. Ils étaient incapables de eux-mêmes prendre des rendez-vous, etc., parce qu'ils avaient toujours eu une assistante, ils avaient toujours eu des équipes qui bossaient pour eux. Et en fait, c'est un peu comme... mais par contre, ils avaient normalement une fluidité dans des échanges politiques et étaient capables de faire sortir des projets. Et ça se voit si vous faites de la musculation aujourd'hui. Je me rappelle avoir vu, alors je crois que c'est la championne de France d'haltérophilie. Elle, c'était sur Major Mouvement, je crois que je l'ai vu. Et du coup, Major Mouvement, c'est un kiné qui fait des études. Donc, je pense que vous le connaissez quasiment tous. Il a une chaîne YouTube. Je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Alors, il y a l'aspect divertissement, mais il y a aussi l'aspect, finalement, sur qu'est-ce que ça implique d'aller dans une direction pour vous, et vous êtes obligé d'avoir des changements profonds. Donc, vous ne pouvez pas rester la même personne opérationnellement qui achète ses premiers biens immobiliers, et après, quand vous en avez, par exemple, dans mon cas, un pas mal, vous ne pouvez pas rester finalement la même personne parce que ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de perdre des compétences et d'en gagner d'autres parce que c'est trop dur de maintenir toutes les compétences en même temps. Si vous prenez du coup cette championne d'haltérophilie, aujourd'hui, elle a je crois, elle fait beaucoup alors je sais même pas comment ça s'appelle. Ça vous montre à quel point moi je suis très très spécialisé dans la muscu. Elle fait je crois des squats ou des développés couchés. Et en gros, en majeur mouvement, en étudiant son corps, elle a une souplesse, mais catastrophique. Donc, une souplesse vraiment proche, vraiment, vraiment limitée. Et en fait, pourquoi elle en est là ? Simplement parce que son corps, dans son cas, travailler à la fois la souplesse et à la fois la force physique, c'est pas possible. C'est-à-dire que de devenir aussi forte qu'elle est aujourd'hui et d'être dans les meilleures pour soulever des charges très lourdes, avec certains mouvements, elle ne peut pas avoir de la souplesse au même endroit. Non, c'est une spécialisation des muscles. Vous, c'est exactement pareil. Quand vous faites de la reprise de boîte, quand vous faites de l'investissement, quand vous évoluez sur tout ça, vous allez finalement faire des choix qui vont vous changer structurellement, physiquement et mentalement. Et ces choix mentaux vont vous permettre de passer à un certain cadre. Ce qui fait que, et vous le voyez déjà dans votre boulot, aujourd'hui, vous pouvez être très très bien rémunéré à 200, 300 000 euros dans la data, par exemple. Il y a beaucoup de fire qui sont là-dedans, ou même 50. Bref, vous pouvez être très spécialisé, très bon dans un domaine, être très bien rémunéré pour ça, sauf que demain, on vous change de votre domaine, vous êtes totalement perdu. Et d'ailleurs, indirectement, moi, c'est pas mal mon cas aussi. Vous me mettez dans des domaines
totalement autre, vous mettez faire de la danse quelque part, on vous demandez de danser, je suis un foutu de faire ça, quoi. Ça, je ne sais pas faire, c'est loin de mon périmètre, je n'ai absolument aucune compétence. Vous, c'est exactement pareil sur votre taf. Donc, il va falloir faire des choix de compétences à développer et vous ne pouvez pas tout maintenir en même temps. Vous ne pouvez pas rester un expert des calculs stochastiques pour les centrales nucléaires et en même temps, vous focaliser sur le développement de votre boîte pour recruter les bonnes personnes qui vont être bonnes dans ce domaine-là pour vendre des conseils à je ne sais pas quelle boîte, à Framatome pour développer les nouvelles centrales ou de nouveaux outils de gestion nucléaire. Donc il y a des questions de choix, ça paraît très basique ce que je vous dis, sauf que ce que je pense et qui est intéressant, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est de vous le redire, parce qu'à un moment, ce qu'on a besoin, c'est de revenir à des choses basiques et de réentendre des choses qu'on sait déjà, pour se dire « Ah ouais, merde, en fait, il y a un lien là-dessus, voilà pourquoi, voilà où j'en suis, voilà ce que je veux développer, etc. » Et d'ailleurs, avec Martin, à un moment, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que ce qui est assez, c'est un choix de décider de gérer des équipes et de développer des équipes. Et il faut le faire. Et ça amène, je pense que c'est un des exercices les plus durs à faire, c'est finalement de développer des équipes. Et c'est ce qu'a choisi Martin en se disant, OK, je vais aller développer mes équipes. Et c'est grâce à mes équipes qu'on va avancer ensemble. Et il a décidé de développer ces compétences-là chez Care, où là, aujourd'hui, il a des équipes de 7 à 10 personnes, il faudra vérifier. Et il continue le développement avec tout ce que ça engendre. C'est-à-dire que quand vous avez des équipes, même en recrutant, et là je discutais avec une nouvelle personne dans le programme de rachat de boîte, qui a été directeur de commerciaux et il validait 19 millions par an d'objectifs avec ses équipes, c'était 10, entre 10 et 14. Et en fait, même lui, vous vous retrouvez à gérer certains profils, même des profils qui sont des adultes mais qui sont finalement des grands enfants parce qu'ils ont une spécialité commerciale où ils sont très bons, mais sur le reste faut les aider, quoi, faut les accompagner. Et là, lui, ça l'a pas mal fatigué. Du coup, là, aujourd'hui, il aimerait bien, pour quelque temps, ne plus faire ça ou aller sur d'autres types de profils. Voilà, je voulais faire un petit tour sur le fait que, finalement, par rapport à vos objectifs, moi, il y en a quelques-uns, là, il y en a 3. On va finir par reprendre des boîtes qui font 600 000 euros de chiffre d'affaires, qui se rémunèrent à 13, 20, 25 000 euros par mois, voire 30 000, quand ça marche très bien. Et ce sera très bien pour eux parce qu'au fond, ils seront gérants de leur boîte, ils auront 2-3 salariés, ils vont avoir quelque chose qui tourne bien et ça sera très très bien. Il n'y a pas besoin de viser quelque chose de plus gros. Je pense que c'est bien de viser cette taille-là parce que c'est significatif pour vous. Vous pouvez bouffer, vous pouvez bien gagner votre vie et vous avez des ressources. Aller sur des choses plus petites, c'est bien pour commencer. Donc par exemple des e-commerce ou des boîtes plus petites à 10, 250 000 euros de chiffre d'affaires, voire 300 000. Mais c'est un peu juste pour pouvoir s'y consacrer et y vivre. Donc c'est plutôt en side business. Et quand on le fait en side business, attention à la charge, encore une fois. Se dire qu'on va gagner 500 balles par mois en travaillant 5 heures par semaine, oui, c'est possible. Ça vous fait un taux horaire qui n'est pas super déjà, quand on fait le calcul. Et surtout, vous prenez une énorme charge, en fait. Vous prenez beaucoup de charges. Alors, c'est bien comme étape de vie. Donc, moi, je vous encourage, vous venez me voir, on en fait un, on le gère pendant 6 mois, 1 an, et après, on le revend pour que vous puissiez passer à des projets plus gros. Le fait d'en avoir beaucoup en parallèle, moi, ce que j'ai pu faire avec Romain, de mes associés, on était quand même monté à plus de 40 trucs comme ça. Ça fait de la perdition. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a de toute façon votre choix à trouver. Et on en reparlera dans des prochains épisodes. Et bien, moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de la retraite à 40 ans. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on parle de certains sujets. Je suis hyper open. Et on se revoit très vite. Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.